Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro de Studio Kalita. Les apports de la pensée juive d'expression française dans la société israélienne d'aujourd'hui, c'est le thème de cette nouvelle édition de notre magazine hebdomadaire d'analyse intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Avant de nous entretenir avec notre invité du jour, l'enseignant et chercheur Chaim Rothenberg, voici quelques photos et prises de vue de l'un des colloques des intellectuels juifs de langue française où assistaient dans les années 60, 1960, 1970 et ici plutôt vers les années 1980, plusieurs membres de ce qu'on a ensuite appelé l'École de Paris, ce groupe de penseurs comptant entre autres dans ses rangs le philosophe Emmanuel Levinas, que l'on distingue sur cette photo, et ainsi que, entre autres, les professeurs André Neher, puis Beno Gross, ainsi que la sociologue, socio-psychologue et psychanalyste Eliane Amado Lévy-Valency, qu'on ne voit pas sur la photo, et bien sûr le Rav Léon Ashkenazi Manitou, qui est sur cette autre photo. Alors avec nous dans le studio Kalita, pour traiter des apports potentiels ou même déjà en acte de cette école de Paris au sein de la société israélienne, Chaim Rothenberg. Chaim, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Oui, merci d'être venu. Surtout, vous êtes expert en informatique de profession, vous êtes enseignant, et aussi un élève de longue date du Rav Léon Ashkenazi Manitou, que vous avez connu de près en France tout d'abord, puis après votre alia en Israël à la fin des années 1970. Le Rav Manitou, dont il faut préciser que vous avez publié en hébreu ces dernières années tout d'abord une série de 7 ouvrages fondamentaux retranscrivant ses cours sur le Midrash. Il s'agit évidemment d'ouvrages en hébreu, et 2 autres ouvrages sur la prière, la tfila. Des publications qui continuent, il faut le dire, de susciter jusqu'à aujourd'hui un grand intérêt dans le public israélien, jeunes surtout, religieux et parfois moins religieux, des gens qui, dans leur écrasante majorité, en fait, ne connaissaient pas encore la pensée de Manitou, ni de celle de l'école de Paris. Alors, Chaim, pour entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous résumer ce qu'il y a eu de tout à fait novateur dès les années 60-70 en France, dans l'approche des membres de l'école de Paris au niveau de la pensée juive, à la fois dans sa méthodologie, mais aussi quant au thème que cette école abordait? Si on cherche un mot, je pense qu'il faut tout de suite prononcer le mot d'identité, et puis se remettre dans le contexte historique. Le premier colloque, c'est de 1957, les groupes des fondateurs, Edmond Flegg, Yankelevitch, le philosophe bien connu, André Neher, évidemment, Algazi, qui était un musicologue, compositeur, et d'autres, on pensait qu'il était temps, on est à peu près 12 ans après la fin de la Shoah, de commencer à réfléchir à la question de l'identité de l'homme, de l'identité du juif. Qu'est-ce que ça voulait dire après la Shoah, après la catastrophe? Et d'une certaine manière, on peut dire que c'est un mot qui est très ambigu, ce que je vais dire maintenant. Je dirais presque grâce à la Shoah qu'on en est arrivé enfin à ces discussions, au moins dans les communautés francophones. Et puis il y a aussi l'environnement culturel, philosophique en France après la Deuxième Guerre mondiale, l'existentialisme de Sartre, le structuralisme qui pointe le bout du nez, enfin ça c'est plutôt le début des années 60, et puis tous les autres mouvements. Tout le monde parle de l'identité en France pratiquement à cette époque-là, que ce soit des juifs et des non-juifs, mais là c'est la première fois que tout un groupe d'intellectuels, la plupart viennent de milieux très assimilés, juifs se réunissent et décident ensemble de discuter de toutes ces questions, et même de questions qui fâchent. Et donc il va se créer une dynamique. Bon, au début, le premier colloque 57, c'est quelques personnes de réunies, mais à partir des années 60 et puis après les années 70, ça va devenir un événement. Et d'ailleurs, c'est un événement qui est salué dès le début par la revue du Joint, qui tous les ans publie aux États-Unis un état des lieux des différentes communautés de diaspora, et signale tout de suite que dans la communauté française, il se passe des choses très intéressantes, uniques au monde. Comment se fait-il que des gens d'horizons si divers sont capables de se réunir, de parler de choses très sérieuses, et d'en parler dans un langage moderne que tout le monde peut comprendre?
Alors ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, ça fait partie aussi d'un tas de choses nouvelles qui ont été inventées. L'école d'Orsay, d'abord, il faut en parler. Jacob Gordin, évidemment, et Manitou qui va suivre. Mais par exemple, après, fin des années 50, la création du QEJ, Centre universitaire d'études juives, c'est une invention de Manitou et de professeur Sirat à l'époque, le grand rabbin, qui en était un des premiers directeurs. C'est tout à fait nouveau. Des gens qui viennent étudier au niveau universitaire, c'est-à-dire sont des enseignements de qualité, mais qui ne cherchent pas du tout à avoir un diplôme. Et qui ne sont pas des rabbins du tout. Et qui ne sont pas du tout des rabbins, ce sont des gens qui sont intéressés par les choses du judaïsme. Et tout ça, ça fait partie de cette ambiance-là qui fait que finalement va émerger cette école juive de Paris. Celui qui a inventé le mot, c'est Vladimir Rabbi, qui était un des grands participants à ces colloques. Et puis, il va se passer quelque chose d'assez unique. Ça va durer une première phase jusqu'à l'Alia en 67 de Neher, Manitou, Lévi Valency et Beno Gross, etc. et d'autres. Et après, ça commence un peu à s'estomper, ça prend une autre direction. Neher ne peut plus venir parce qu'il a des problèmes de santé. Manitou... Neher qui vient en Israël. Qui vient à Jérusalem, oui. Et puis comme Manitou qui commence à se passer c'est venu jusqu'au moment où il arrête de participer. Et puis Soit dit en passant, puisque vous évoquez cette période, certains ont reproché, certains sociologues ont noté que le départ de cette fameuse bande des quatre, comme on l'a quelquefois surnommé, Léon Ashkenazi, André Neher, le professeur Beno Gross et le quatrième mousquetaire, qui était donc une femme, Eliane Amadou Lévi Valency, leur départ vers Israël après 67 aurait créé une espèce de vide problématique au niveau de... Oui, tout à fait. D'ailleurs, le premier à s'en plaindre, c'était Lévinas. Dans un des colloques qui suit en 68-69, il regrette le départ de ses collègues de l'époque. Lui, Lévinas, qui n'a pas fait lui, qui n'a pas fait du tout son alia, pour qui c'était pas du tout apparemment au chapitre. C'est pas bien sûr. Non, là il y a pas une scission, mais enfin il y a une séparation entre deux options complètement différentes d'engagement et de réalisation de l'engagement. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je reviens à ma question, disons de manière, cette fois-ci peut-être avec des exemples, mais qu'est-ce qu'il y a de tout à fait nouveau dans cette approche? Vous en avez donné quelques éléments, donc au niveau de la méthodologie, et puis au niveau des thèmes abordés par les colloques. Ah bon, on parle de tout. On parle de tout. Il y a un grand colloque sur le sens finalement de l'histoire. C'est important après la guerre. D'ailleurs, c'est, je crois, la première intervention de Manitou en 61, où il parle des sujets messianiques. Là aussi, c'est un sujet qui fâche. Et puis, de toute façon, la présence de Manitou est un peu... sulfureuse. Oui, non, pas sulfureuse. Bon, il appartient pas. Je veux dire, sur les photos, des rares photos qu'on voit du colloque, il est toujours assis en bout de table, comme si je suis là, je suis pas là en même temps. Il est jamais au centre de la tribune. Il n'a pas un titre unique. On l'appelle le rabbin, alors qu'il n'est pas vraiment rabbin. Non, justement, on l'appelle pas le rabbin, on l'appelle monsieur le professeur. Oui, on l'appelle, parce qu'il est professeur de philosophie à l'époque à Yavne, entre autres. Il est fondateur, directeur du QEJ. Donc, on ne sait pas trop comment l'appeler. Il est le maître d'Orsay, mais il est déjà plus à Orsay. Il a quitté en 57-58 la direction. Donc, on sait pas très bien où le mettre. Mais surtout, il est par rapport aux autres intervenants, il est le fils du grand rabbin David Ashkenazi. Donc, il est d'une famille de rabbins, alors que les autres ne le sont pas. Il est orthodoxe, il est séfarade. Il est kabbaliste. Séfarade avec le nom Ashkenazi. Oui, mais tout ça, ça le fait que c'est un peu... Il est un peu à part. Et d'ailleurs, c'est lui qui se permet de mettre les pieds dans le plat pour bien des choses. Il y a un colloque en 66, le titre était « Le monde a-t-il besoin du juif ?» Et là-bas, il donne une conférence qui s'appelle « Les mitzvot, humanisation des choses ». Et comme il le dit au début, on va se fâcher. Parce que ce n'est pas un sujet qu'on aborde dans un colloque d'intellectuels bien pensants français, même s'ils sont juifs. Et d'ailleurs, dans la discussion qui suit, on voit bien qu'il a réussi à mettre vraiment les pieds dans le plat et à faire mal à certains.
mais il est là pour dire les choses. Formidable. Et justement, ce qu'il dit, ça touche à l'essentiel. Il va droit au cœur de l'identité. Lévinas tourne un peu autour du pot. Neher en parle, mais à sa manière. À sa manière, c'est très littéraire, toujours chez Neher. Manitou, c'est j'y vais. Je n'hésite pas, j'ai des choses à dire. Même si ça ne fait pas plaisir, je vais vous les dire. Et je vais vous expliquer pourquoi ce que j'ai à dire concerne tout le monde. Parce que quelque niveau d'engagement que ce soit. À quelque niveau que ce soit, et quelque niveau de pratique que ce soit. Vous me faites la penser à une chose que j'avais remarqué moi-même. Moi, en fait, en ce qui me concerne, j'ai découvert Manitou que plus tard. Quelquefois, étant encore parisien, j'ai été à quelques colloques de ce genre, justement, mais ce fut surtout ici en Israël, à partir des années 80, que j'ai suivi les enseignements de Manitou. Et ce qui m'a tout à fait stupéfait, déjà, à cette époque un peu tardive, c'est qu'assister à ces cours, et c'était le cas aussi à Paris, des gens, un public extrêmement hétéroclite, de gens engagés pour certains, de gens très lointains pour d'autres. Et ce qui était extraordinaire, c'est de voir un maître qui pouvait, sur un sujet, s'adresser à tous avec un seul langage qui était compréhensible par tout le monde. Je peux donner mon expérience personnelle. Le premier cours dont je me souviens avoir assisté en 1974, c'était à Rachid déjà, le centre venait d'ouvrir. Et le titre, Manitou venait d'Israël déjà une fois tous les 3 mois à peu près pour donner un séminaire d'une semaine. Et le titre, c'était l'enseignement du Shabbat chez Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin. Bon, prix de Tzadik. C'est quand même un sujet assez particulier et plutôt pointu pour certains, pour spécialistes. Et puis j'arrive dans la grande salle de Rachid. Et là, je vois... Mais je me disais, la plupart des gens, mais qu'est-ce qu'ils font ici ? Et puis je me suis assis à côté d'un jeune, etc. Et vous étiez jeune, de toute manière. Oui, de toute façon, j'étais jeune, j'étais même très jeune. Et on commence à discuter. Manitou n'était pas encore arrivé, 5 minutes et tout, qui tu es, etc. Bon, il était de la Chamer Hatzaïr. Je me dis, je me disais à ma tête, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Je comprends. C'était pas évident. Bon, et puis Manitou est arrivé, il a parlé 1 heure et demie. Et puis à la fin, je lui dis alors, il me dit, écoute, il a parlé pour moi. Et c'était ça le secret de Manitou. Du point de vue pédagogique, son génie pédagogique, c'est ça. Savoir parler pour chacun. Et chacun entendait autre chose d'ailleurs. Parce que chacun avait ses références. Mais le discours touchait tout le monde. Et ça, c'est un génie pédagogique extraordinaire. Alors, sur ce plan, évidemment, Manitou est précurseur dans cette bande des 4 et dans ces colloques, mais autour de lui, il arrive à, même dans les polémiques, quand elles s'ouvrent, il arrive à faire s'aligner, si vous voulez, le fil conducteur de ces colloques. Et il y a justement là une grande nouveauté, c'est que loin de s'enfermer dans un ghetto d'érudition thoraïque, coupé du monde, comme c'est le cas pour certains érudits juifs, pour pouvoir mieux protéger cette érudition et la conserver, eh bien, les tenants de l'école de Paris, Manitou en tête, n'ont jamais reproduit cette ancienne coupure entre judaïsme et modernité, ni non plus risqué, sur l'autre dynamique, de tomber dans les pièges de la Haskalah et de l'assimilation aux lumières de l'Occident, mais au contraire, ils ont réussi, et c'est ça, en fait, semble-t-il, l'un des apports fondamentaux de l'école de Paris, et au départ des colloques, une symbiose inédite en parvenant à donner, pour la première fois, le point de vue de la sagesse, de la connaissance et de la tradition hébraïque et juive sur nombre de sujets profanes préoccupant la société moderne, ce qu'on n'avait strictement jamais vu. Tout à fait. Ou alors, si on l'avait vu, disons, comme d'ailleurs l'a souligné Manitou à plusieurs fois, si on revient un peu en arrière, fin du 19e, début du 20e, on a les sciences du judaïsme qui apparaissent en Allemagne, et puis après, ça passe la frontière en France. Manitou disait, ça c'était du genre enterrement de grande classe du judaïsme. Alors que cette école de Paris veut faire exactement le contraire. C'est la science du judaïsme. C'est la science du judaïsme et du judaïsme qui est mort. On peut en faire la science parce que justement c'est mort. Donc c'est de l'archéologie, disait Manitou. Oui. Alors que l'école de Paris, c'est exactement le contraire. C'est après la Shoah, redonner à la Chokhma d'Israël, à la sagesse d'Israël, sa place parmi les sagesses des nations. D'abord,
Alors ça se fait en français parce qu'il se trouve d'ailleurs que Paris, à l'époque, c'est la capitale de la philosophie mondiale pour 20 ans, depuis 45 jusqu'à 68, 69. Ça va devenir la capitale de la philosophie. Donc il y a plein de gens qui sont là, il y a toute une effervescence, il y a tout un mouvement. Mais où est la Chokhma d'Israël à l'époque ? Et la première conférence du QH qui a lieu à la Sorbonne, dans la grande salle de la Sorbonne, c'est un événement. C'est la première fois que l'université française accepte d'ouvrir ses portes pour une conférence sur quoi ? Sur des sujets qui ont rapport avec la sagesse d'Israël. Ça a dû plaire à Jean-Jacques Rousseau, ça, qui a toujours dit tant que les Juifs nous auront pas dit... Le jour où ils nous diront enfin ce qu'ils pensent, bien sûr. Mais aujourd'hui, on est combien ? 50 ans après, 60 ans après, on a du mal à se rendre compte du fait qu'à l'époque, l'hébreu, c'est encore une langue morte. On doit au grand rabbin Sirat, le renouveau de l'hébreu moderne dans l'université française. Ça n'existait pas, c'était impensable. Et on doit à cette école de Paris le fait que, et voilà, finalement, début des années 60, à la Sorbonne, on peut enfin parler et pas faire un espèce de compromis. On peut parler vraiment. Et parler vraiment, ça veut dire mettre les pieds dans le plat, au niveau aussi de la culture générale. Aucun sujet n'était tabou. Rien, tout est sur la table. Tout est sur la table, on peut parler de n'importe quoi. Et d'ailleurs, il suffit d'écouter les témoignages d'anciens d'Orsay. J'en connais un qui m'a dit une fois, tu sais, moi, à Orsay, j'ai pas tellement appris la culture juive, j'ai pas tellement appris la Torah, j'ai appris le marxisme et d'autres formes de isme. Ben oui, parce que tout était sur la table. Il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. Si, Manitou a toujours dit, quand on a peur, on s'enferme. On se referme sur soi-même. On se coupe. On ne veut pas de questions. Eh bien non, tout doit être mis sur la table. La vraie Mouna, la vraie force de la foi... C'est un dialogue, pas un monologue. C'est un dialogue parce qu'on est sûr, on est sûr de soi, on a des bases solides. On n'a pas peur quand... je donne un exemple... quelque chose qui a beaucoup avec les jeunes Israéliens aujourd'hui, parce qu'il faut en parler aussi. Par exemple, ils vont écouter, s'ils sont à la Yeshiva Tichonite, ils vont écouter, ils auront un cours de Gemara, le cours de Torah, etc. Talmud, on va leur dire ce qu'on va leur dire. Et puis ils auront un cours de sciences. Et puis dans le cours de sciences, on va parler de la création du monde. Ah non, il n'y a pas de création, ça fait 13 milliards d'années, etc. Donc comment ça s'arrange avec le compte, etc. Le jeune qui a entendu ça de la part de son prof de sciences va aller poser la question à son enseignant toranique. Comment tu veux me poser une question pareille ? Tu me manques de Emouna ? Mais pas du tout, c'est exactement le contraire. Et c'est ça que cette école de Paris va faire. Tout est sur la table, on peut parler de tout. Alors justement, je vous avais demandé, comme je fais avec les invités, de trouver un item... pas seulement visuel, un petit clip pour illustrer notre émission. Et là, vous avez trouvé un extrait d'un court-métrage qui avait été fait sur le grand maître de l'école de Paris et de Manitou en particulier, Jacob Gordin, qui a été réalisé et où on voit Manitou, on va le voir dans un court instant, qui répond justement sur la méthodologie, c'est-à-dire qui explique que c'était le point de vue de la tradition de la connaissance et de la sagesse juive sur les sujets modernes et pas l'inverse. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est ce film-là que vous avez... C'est un film qui a été tourné il y a quelques années sur la vie de Jacob Gordin, qui est directement, pour le cas de Manitou, son maître. Il a enseigné à l'école d'Orsay ? Et là, un an. La première année, il est mort tout de suite après, pendant l'été suivant en 1947, donc il n'a pas vu non plus la création de l'État d'Israël. Et à la demande de Gordin, Manitou après est resté à Orsay pour continuer à diriger l'enseignement juif. Et après, il est devenu le directeur en 1950. Mais Gordin a fait une révolution à ce niveau-là. Gordin, il est de Lituanie, il est passé par l'école allemande de philosophie. Il a fait sa thèse sur Hegel, il connaît très bien la philosophie allemande classique. Mais c'est un kabbaliste.
Oui, c'est un kabbaliste, mais ça c'est un peu plus tard dans son enseignement. Dans son enseignement, au début, il a participé justement à cette école des sciences du judaïsme. Bon, lui, il n'était pas avec Rosenzweig à Francfort, mais il était à Berlin. Mais ça, c'est. Et donc, c'est un legs. Et il a compris. Et il a compris que la guerre lui a fait comprendre qu'il fallait remettre les pendules à l'heure, qu'il fallait parler du point de vue de la sagesse d'Israël, de tout, et dire quel était le point de vue. Alors, par exemple, un exemple que Manitou aimait bien citer en son nom. On a l'habitude dans l'histoire de parler de grandes dates de l'histoire. Bon, il y a la grande date, par exemple, la Révolution française, c'est une fête importante. En quoi ça concerne les Juifs? Alors, on va dire les droits de l'homme, Clermont-Tonnerre, etc., tout le monde connaît. Mais Manitou dit, Gordon nous a appris à regarder les choses à l'envers. On nous a certes donné des droits de citoyens, mais on en a payé un prix. Alors maintenant, commençons à analyser, de notre point de vue à nous, dans la perspective de l'histoire d'Israël en tant que telle, d'un côté, mais Israël qui est le cœur de l'humanité, l'expression de Rabbi Yehuda Levi dans le Kuzari, qui est censé avoir un rôle par rapport aux nations, qu'est-ce que veut dire cet événement historique? D'ailleurs, Manitou... C'est pas d'histoire profane, disait Manitou. Et c'est ça que Gordon m'a appris. Formidable. Mais d'ailleurs, avant de voir l'extrait dont on parle, Manitou avait écrit un texte formidable qui est reproduit dans les 2 tomes de la parole et l'écrit, un texte sur mai 68, puisque c'était aussi... Mais bien sûr. C'était d'ailleurs un texte très très profond. Alors on va regarder, si vous voulez bien, les quelques secondes de cette intervention de Manitou. La méthode Gordon, l'essentiel, c'est ça. Jusqu'à lui, même s'il y a eu des exceptions qu'on ne connaît pas, depuis l'émancipation, les érudits juifs, pieux ou pas pieux, en général ils étaient pieux d'ailleurs, les érudits juifs, au courant de la culture générale, avaient adopté les postulats de la culture générale et jugé les contenus juifs d'après les évidences universitaires. Lui nous a appris l'inverse. Lui nous a appris à juger la culture générale d'après les évidences de la conscience juive. Et ça a été une révolution. Alors donc, pas d'opposition, et même au contraire, on vient de l'entendre, une révolution, comme vous disiez vous-même, comme Manitou vient de le rappeler, une révolution où on inverse la logique du regard de la tradition juive sur les grands problèmes de la société moderne. Alors, on change le point de référence. Voilà, alors justement, et on arrive au cœur de notre entretien, puisque tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est une sorte de préambule pour comprendre d'où vient cette école et d'où viennent ses apports. Alors, la question que j'avais vous poser, c'est en quoi cette méthodologie et cette thématique, ou ces thématiques, peuvent-elles tellement concerner et interpeller les Israéliens d'aujourd'hui, les jeunes pour la plupart? Eh bien, ça, c'est quelque chose qui... Chaque semaine, je vais enseigner à la Mechina de Chemdat. C'est-à-dire une année préparatoire. Une année préparatoire avant l'armée, et je suis étonné chaque semaine de voir l'intérêt de ces jeunes qui ne sont pas du tout francophones. Qui sont Sabra, qui sont nés ici. Qui sont nés ici, qui ont suivi le cursus classique de nombreux Israéliens à l'école, passé par Shiva Tichonit, etc., et qui découvrent que quelqu'un, d'abord, leur parle. Il parle pour moi, c'est ce que vous Voilà, c'est ça. Mais c'est terrible, c'est extraordinaire. Parce que là, on est 50 ans après du « il parle pour moi ». Ouais. Ah oui, mais pourtant, il parle pour moi. Je me souviens d'un rave d'une yeshiva qui est assez connu aujourd'hui, qui a découvert Manitou il y a quelques années et qui m'appelle. Il avait découvert en fauchant le livre de deux des étudiants, et c'était un livre qu'il ne connaissait pas. C'est l'un de vos ouvrages? Non. Oui. Sur le Midrash. Oui, sur le Midrash. Et il me dit, il m'a raconté. Bon, il les a vus étudier le livre, il ne connaissait pas, donc il a dit passez-le-moi. Il a quand même passé plus de 10 ans à la yeshiva, Merkaz Harav et la yeshiva du Gush Etzion. Donc, solide. Et il me dit, voilà, j'ai pris le livre, je ne l'aurais jamais rendu d'ailleurs, et je suis resté réveillé toute la nuit. Parce que tout d'un coup, je trouvais les réponses à des questions que je me posais depuis des années, qu'on me pose régulièrement, et je ne savais pas vraiment quoi dire. Et tout d'un coup, quelqu'un me parle de mon identité, de qui je suis. Pas de qu'est-ce que je dois faire, mais de qui je suis. Et quand je comprends qui je suis, je comprends qu'est-ce qu'on veut de moi.
Ça fait partie de la C'est révolution. un enseignant qui... C'est un enseignant, et ça fait partie de la révolution. Ça fait partie de cette révolution-là. Alors les jeunes, la même chose. La même chose. Tout d'un coup, les histoires qu'ils ont appris dans la Torah prennent une toute autre dimension, parce que Manitou, c'est le maître du Midrash. Avant tout, c'est un kabbaliste, mais on ne peut pas parler en termes de Kabbale, personne ne comprend, ni même en termes philosophiques de métaphysique, qui est-ce qui comprend? Personne. Donc Manitou a inventé un nouveau langage, que j'appelle son langage anthropologique identitaire. Ça lui a pris quelques années, mais... Il a forgé un nouvel outil. Il a forgé un nouvel outil, mais en se servant d'un tas d'outils qui existaient. C'est pour ça qu'il a été étudié l'anthropologie chez Lévi-Strauss, entre autres, pour savoir de quoi il parlait, tous ces gens-là. Et puis, voilà. Alors, il a forgé cet outil-là. D'ailleurs, ça m'a pris un certain temps pour traduire certaines expressions, parce que c'est pas du tout évident à les faire passer en hébreu. Mais... une fois cet outil forgé, eh bien, on peut commencer à parler des choses dans un langage que tout le monde pense comprendre. Et donc, ça tout de suite, ça rapproche la personne, ça court-circuite tout un processus qui, normalement, peut marcher ou peut ne pas marcher. Et ces jeunes-là découvrent que dans les mêmes versets qu'ils ont étudiés se cachent des trésors qu'ils n'ont jamais soupçonné et que personne ne leur a permis de soupçonner jusqu'à présent. Parce que le Midrash, c'est quoi? Finalement, c'est une petite histoire qu'on raconte le vendredi matin, les enfants quand ils vont au GAN et qui reviennent avant le Shabbat pour raconter à la maison. Mais c'est pas ça du tout chez Manitou. C'est l'histoire du monde, c'est l'histoire de l'identité humaine, c'est qu'est-ce qu'elle est, qui elle est, qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc on est tout de suite porté autre part. Israël et les nations. Mais pas qu'Israël et les nations, la création et le créateur, enfin tous ces termes-là qui n'ont jamais vraiment osé aborder. Et puis tout d'un coup, tout est là sur la table. Et la dimension universelle. Israël porté vers l'universel humain. Ça aussi, c'est quelque chose qui manque beaucoup ici ces derniers temps. Et donc, ces jeunes-là, tout d'un coup, découvrent autre chose. Et c'est cette découverte-là qui, je pense, les interpelle vraiment. Mais alors, en plus, comme dirait le proverbe, ce qui se conçoit clairement, s'énonce clairement, c'est qu'il y a aussi dans les écrits de Manitou, a fortiori dans ses exposés oraux, mais quand vous êtes passé à ces résumés d'intervention, il y a une clarté, comme on le disait un intervenant, c'est qu'on a l'impression qu'on le savait déjà, parce que ce que Manitou explique, c'est ça. Sur des sujets très compliqués, paraît simple. Alors, je voudrais je vais vous donner un exemple qui m'a moi-même stupéfié. D'ailleurs, je vous avais envoyé ce texte il y a, je crois, 1 an et demi. Comme je fais pas mal d'émissions géopolitiques, je reçois des papiers écrits par des officiers, des spécialistes de l'établissement sécuritaire israélien. Et voilà qu'il y a 1 an et demi, je reçois de l'Institut Bessa, c'est-à-dire Begin Sadat d'études stratégiques de l'Université de Bar-Ilan, un compte-rendu d'un ancien haut officier des renseignements qui se pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était donc en l'année 2017-2018. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année sur l'identité israélienne? Est-ce que la société israélienne s'est plus divisée ou est-ce qu'elle a au contraire marqué des avancées dans une certaine unification? Eh bien, j'ai été stupéfait alors qu'il amène ces exemples. C'était une étude plutôt sociologique qu'il fait. Et à la fin, on voit cet officier qui par ailleurs est laïque qui cite Léon Ashkenazi Manitou. C'est une chose qu'il y a 20 ans, jamais on n'aurait pu voir. Même il y a 10 ans. Oui, même il y a 10 ans, je pense, oui. Mais je crois que là, ça touche un point essentiel à sa pensée propre. Au début de son enseignement, Manitou a une grande expression. D'ailleurs, ça se retrouve dans une de ses premières causeries qu'il a données, encore en Algérie, en 1945, tout de suite donc à la fin de la guerre, en ouverture de l'année des EI. Les scouts israéliens. Oui. Et il s'adresse au cadre des EI de Oran et de Tlemcen. Et il a un message à leur donner. Enfin, 2 messages. 1, nous ne sommes pas des Israélites français. Nous sommes des Juifs algériens. Premièrement. On a essayé de nous couper de nos valeurs, de nos grands-parents. Et deuxièmement, donc, ce qu'il dit, c'est que l'urgence, c'est de penser juif.
Eh bien, cette expression, la pensée juive, Manitou va la changer en 54-55 en pensée hébreu. Cette mutation, comme il l'appelle lui-même, d'identité du juif à l'hébreu, c'est quelque chose d'absolument essentiel pour lui, parce qu'on est dans un nouveau temps. On est au temps de la fin de la galoute et le passage à une nouvelle identité. Pour lui, l'État d'Israël, ce n'est pas simplement un refuge politique où telle ou telle communauté persécutée peut se retrouver. Pas du tout. On est là dans la construction de ce qu'il appelle la troisième maison d'Israël. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va reconnaître dans les écrits du Rav Kook, premier grand rabbin d'Israël ashkénaze, il va retrouver beaucoup de similitudes avec ce que lui-même pense et a reçu. On est donc dans ce passage d'identité. Et dans ce passage d'identité, il faut redevenir hébreu. Première étape de redevenir hébreu, c'est de devenir israélien. Il n'y a pas d'avenir au niveau de la communauté en dehors d'Israël. Les choses se passent ici, pas autre part. La langue, c'est de la langue hébreu. Il faut parler hébreu, il faut repenser en hébreu. Plus en yiddish, plus en ladino, plus dans toutes les langues que les communautés ont utilisées pendant des années. Non, il faut maintenant revenir à l'hébreu. Et reconstruire cette maison. Alors, quand on reconstruit cette maison-là, eh bien, y a des gens qui viennent de partout. Et chacun vient avec sa... C'était Mayanot aussi, son école bien à Jérusalem. Bien sûr. Mais ce que disait Manitou, finalement, c'est que ces Juifs qui se rencontrent à Jérusalem dans l'autobus, chacun parle dans sa langue, en réalité se font rencontrer pour la première fois des identités humaines complètement différentes. Le Juif marocain, son identité, elle est marocaine. Le Juif polonais, elle est polonaise. Il y a 93 ou une centaine d'origines géographiques aux Juifs d'Israël. Mais qui est-ce qui se rencontre ? Eh ben, c'est le Polonais avec le Marocain, par l'intermédiaire de leurs Juifs. Alors, par l'intermédiaire de leurs Juifs, très bien. Mais ça veut dire quoi être Juif aujourd'hui ? C'est ça, finalement. Pour Maître Manitou, on n'est plus Juif, on est Hébreu. Enfin, on est Israélien. Et puis on va évoluer vers cette phase-là. Je ne pense pas qu'il était capable de dire exactement ce que ça voulait dire. Mais parce que c'était un processus dynamique. Mais il faut se poser toutes les questions. Et encore une fois, voilà, toutes les questions sont sur la table. Ça veut dire quoi, la pratique du judaïsme aujourd'hui en Israël ? N'oublions pas, il est orthodoxe. Il n'a jamais dit... orthodoxe, c'est-à-dire respectueux des mitzvot. Oui, Shulchan Aruch... Mais pas haredi. Non, mais le Shulchan Aruch tel qu'il est... La loi et la halakha. Oui, tel qu'il est, très fidèle, mais aussi très fidèle à ses coutumes d'Oran. D'un côté, j'abandonne rien de mes coutumes, et d'un autre côté, je sais qu'il va falloir... un creuset Un creuset, mais pas un creuset dans le sens de quelqu'un va renoncer à quelque chose. C'est pour ça que c'est difficile, c'est pour ça qu'il y a des tensions, c'est pour ça que... Et encore une fois, cette manière d'appréhender les choses, eh ben, aux jeunes Israéliens, ça parle. Parce que, je peux donner encore un exemple d'une discussion que j'ai eue avec eux la semaine dernière. Des jeunes qui vont aller à l'armée d'ici peu. Et puis, un m'a dit... qu'est-ce qu'on fait avec certains olim de Russie qui ne sont pas juifs ? Des nouveaux immigrants. Oui. Je lui dis, quel est ton problème ? Il me dit, c'est un problème quand même. Enfin, ils ne sont pas juifs, qu'est-ce qu'ils font ici ? Eu égard à la déclaration. Oui, égard aux dernières déclarations de qui on sait. Eh bien, je lui ai dit, mais retourne la question. Pose-toi la question de savoir pourquoi des non-juifs du fin fond de la Russie, ou de l'Ukraine, ou de je ne sais où, ont décidé de venir faire partie du destin de cette nation qui s'appelle Israël, à tel point que leurs enfants sont à l'armée à côté de toi et seront prêts à donner leur vie pour ce pays. Est-ce que tu t'es posé cette question dans ces termes-là ? Il me regarde avec des grands yeux et il me dit « Ah non, jamais. C'est important. » Je lui dis la sortie d'Égypte, le Erev Rav dont on parle, de tous ces représentants de toutes ces nations qui se sont joints au processus de la sortie d'Égypte, c'est pas la même chose par hasard ? Alors qu'il y a des problèmes, il y a des problèmes. Mais avant de voir les problèmes, voyons les choses positives. Et dénoncer des sentences. Voyons les choses positives. Et encore une fois, cette méthode-là, c'est Manitou. C'est Gordin. Bien sûr. Alors, dans cet Israël souvent sectarisé, y compris le rapport à la spiritualité ou à ce qu'on appelle à tort la religion passe par des petits groupes rivaux et fragmentés, on ne peut pas penser que l'actualité
et l'intérêt dont on parle maintenant, que suscite désormais donc en Israël ce courant de pensée juive venu de France tout de même, est-ce que cette actualité, cet intérêt ne sont pas renforcés par un autre phénomène, si vous voulez, à part les contenus dont on vient de parler et l'originalité de cette pensée? Est-ce que c'est pas le vaste et profond mouvement de retour aux sources et à l'héritage juif qui est vécu ici en Israël de manière si diverse, différenciée par plusieurs secteurs, pas forcément religieux d'Israéliens dans cette société, qui opèrent chacun à sa manière et souvent de façon, j'allais dire, non conventionnelle, mais quelquefois très originale et pas politiquement correcte, un véritable Jewish revival. C'est-à-dire que cette pensée, elle a une influence aujourd'hui parce qu'il y a aussi un réveil juif en Israël. Oui, mais je reviens à ce que j'ai dit il y a quelques instants. Au lieu de parler de Jewish, il faut parler de Hebrew. Et c'est ça la clé chez Manitou. Parce que ce que Manitou c'est le switch. C'est le switch, mais ce que disait Manitou, et c'est le scoop aussi de Manitou, ce que disait Manitou, c'est la chose suivante. Ça veut dire quoi revenir aux sources du judaïsme? Généralement, le modèle qu'on nous propose, c'est un modèle qui dit que l'idéal, c'était le XVIIe, XVIIIe siècle. Piétiste, en fait, oui. Oui, mais enfin, une certaine forme très particulière de manière de vivre le judaïsme, que ce soit en Galicie, que ce soit en Maroc, que ce soit au Yémen. Mais disait Manitou, mais tout ça, c'est fini. Ça ne se reproduira jamais. Il disait toujours, moi, j'ai vécu dans le monde de mon grand-père. Et je connais la richesse du monde de mon grand-père. Mais je sais que c'est fini. Maintenant, je suis dans le monde de mes petits-fils, de mes petits-enfants. Et dans ce monde-là, eux inventent. Des Israéliens redevenus hébreux, c'est ça? Ce sont des Israéliens redevenus hébreux. Et moi, je suis la charnière. Finalement, tous les Olim de France, ils sont un peu de cette manière-là, une charnière. Passeur, en quelque sorte. Passeur, mais à condition... Pas pasteur. Non, mais à condition de jouer le jeu, de ne pas s'enfermer dans un pseudo-ghetto francophone ou français en Israël. C'est pas ça. C'est pas ça. Et ce que dit Manitou, donc il faut devenir hébreu. Alors, comme personne ne sait aujourd'hui définir la chose, donc il y a des étincelles un peu partout. Mais ce que disait Manitou, attention, il y a certains principes qui sont immuables. Et ces principes-là sont les principes qui ont toujours guidé la communauté, le klal, dans sa démarche historique. Nous sommes les héritiers, en tant que juifs, du peuple hébreu, et à notre tour, nous allons devenir les grands-parents ou du futur peuple hébreu. Mais il y a quelque chose en commun. Et cette chose en commun-là, elle doit être la base de notre consensus. Et à ce niveau-là, il avait son slogan. Am Israël, le peuple, Im Torato, avec sa Torah, al Artso, sur sa terre. Et il disait l'ordre très important. D'abord le peuple. On n'est pas une église, on n'est pas une secte, on n'est pas je ne sais quoi. Israël. On est le peuple. Et il y a une définition de la halakha du peuple. Et tous ceux qui essaient de changer cette définition-là se mettent, eux, en dehors. Ensuite, il y a la Torah. Mais pas la Torah dans le sens d'espèce de, Manitou disait, catéchisme. Pas du tout. La Torah dans le sens de... C'est ça qui donne un sens à notre vie. À notre vie. Qu'est-ce que le bon Dieu veut de nous? Donc ce projet-là qui doit être réalisé. Et ensuite, on a pour ça une terre. Et cette terre-là, c'est pas quelque chose de virtuel. C'est quelque chose de très concret. Et donc, on doit se baser sur ces trois axes-là en même temps, mais tous en même temps. Un triptyque qu'on retrouve très bien défini, et profondément défini dans la pensée du Rav Kook. Mais pas dans le même ordre. Alors oui. Ah oui, c'est ça justement. Le Rav c'est Kook, ça la mutation d'identité. Le Rav Kook, enfin, en tous les cas, le Rav Tzvi Yehuda, son fils, Zecher Tzadik Livracha. Il parle de quel ordre? A changé l'ordre. Ha'am al-Artso, be'Artso im Torato. D'accord. Manitou n'est pas d'accord là-dessus. D'accord. Alors, je voulais vous poser une dernière question, puisqu'on arrive presque au terme de notre émission. Dans cet Israël complexe, où il y a une centaine d'origines ethniques, et où il y a un dénominateur commun, on s'en aperçoit au travers des événements pas toujours agréables qui nous arrivent, c'est qu'il y a plus de choses en commun que de choses qui nous opposent. Quels seraient donc les relais, les outils actuels dont dispose
les héritiers contemporains du Rav Manitou, dont vous faites partie, et de l'école de Paris, pour diffuser le plus largement possible cette pensée, cette forme d'engagement juif, si salutaire dans l'Israël d'aujourd'hui. Bon, il y a vos livres, mais comment on peut faire ? D'abord, il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi. Il y a d'autres livres qui ont été aussi publiés par la Fondation Manitou. Je sais qu'il y a un effort aussi de traduire et de mettre à la disposition du public français certains livres de Neher qui sont écrits en français. Bon, il y a un grand livre à ce propos de Neher, sur Moïse, qui a été traduit il y a fort longtemps, qui a fait revenir la moitié des membres d'un kibbutz. Oui, tout à fait. Je veux dire, au niveau de cette approche particulière, il y a encore énormément de travail à faire. Il y a à peu près un peu plus de 2000 cassettes d'enseignement de Manitou, par exemple. Les livres couvrent quelques dizaines de cassettes. Donc, il y a encore une mer devant nous. Et puis, s'il y avait des gens qui voulaient s'associer au processus de la mise par écrit et de la rédaction des choses, ça serait bien. Mais je pense que, pour l'instant, il y a les livres d'un côté, et puis il faut se promener d'un endroit à l'autre du pays pour faire passer cette nouvelle manière de voir les choses et donc prendre son bâton de pèlerin, si je peux dire, pour montrer que je veux dire, aujourd'hui, si on prend en tous les cas dans le sionisme religieux, on a deux grandes écoles. Il y a l'école du Rav Kook et puis il y a l'école du Rav Soloveitchik. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent aujourd'hui qu'ils ne comprennent pas trop ce que veut dire le Rav Kook, c'est très complexe. Et le Rav Soloveitchik, c'est trop américain. Alors justement, cette voix-là, qui est une voix francophone, vraiment française, leur apporte quelque chose de nouveau. Et puis, si c'est à l'université, l'université israélienne a été dominée, est toujours dominée par l'école allemande de Berlin, Gershom Scholem et ses disciples. Il n'y avait pas de place pour l'école française. Parce que c'est une autre manière de voir les choses. Et là aussi, on commence à voir à travers l'université israélienne que certains commencent à... Il y a la mode de Lévinas aussi qui est... Oui, mais Lévinas, c'est un philosophe. C'est pas un Talmid Chacham de ce point de vue-là. C'est pas quelqu'un qui vient... À moins d'être, encore une fois, étudiant dans un département de philosophie dans une université israélienne, je ne vois pas un jeune Israélien prendre Lévinas et le lire. Au-delà des difficultés de la langue. Je ne pense pas que ça va lui parler. Je ne pense pas que ça va lui parler. Alors que, encore une fois, chez Manitou, il y a tout de suite ce déclic qui se fait. Ça me parle tout de suite. Même si je ne comprends pas tout. Même si je me trompe d'ailleurs dans la manière. Mais ça m'intéresse. Donc ça me donne envie de tourner la page et de lire un peu plus loin. Donc on a vraiment un nouveau langage qui a été forgé pour parler du dedans de la tradition et coller aux préoccupations de l'Israël d'aujourd'hui. Oui, parce que, j'ai dit, la France après-guerre, les problèmes identitaires. Israël, après-guerre, les problèmes identitaires, non, c'est un problème de survie. Quand est-ce qu'on est passé à l'étape suivante en Israël? C'est dans les débuts des années 90. Quand la situation économique a commencé à devenir un peu meilleure et tout, on commence à se poser des vraies questions identitaires. Alors, à tous les niveaux. Eh bien, tout d'un coup, on découvre qu'effectivement, il y a un penseur qui a existé, qui nous a déjà donné des clés pour essayer d'avancer dans cette compréhension de cette question identitaire. C'est ça le chidouche de Manitou. Alors une pensée pour notre temps et pour notre pays et pour notre peuple. Chaim, je vous remercie d'être venu et on aurait eu besoin de beaucoup plus de temps, mais on va reprendre rendez-vous. À la prochaine. Pour la prochaine fois. Je vous remercie et merci Avec aux plaisir. auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.